Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une arme légendaire, très en avance sur son temps. On va parler du Schmidt-Rubin 1889. Cette arme est une arme extraordinaire, très en avance sur son temps. Par rapport à ses armes contemporaines, cette arme serait ce que le sabre laser est au couteau suisse. Même si le couteau suisse apparaîtra que quelques années plus tard, on est vraiment à une échelle de qualité, de réalisation et de précision. Vraiment une arme d'exception qui à l'origine aurait dû être une arme de salon fabriquée à 1 ou 2 exemplaires. Mais l'armée suisse a réussi à produire en quantité astronomique une arme de qualité exceptionnelle, très en avance sur son temps. Voyons ça de plus près. L'arme a été développée à partir de 1889 et les premières productions datent de 1891. L'exemplaire d'ailleurs que nous avons ici est un authentique exemplaire qui est daté de 1892. On a même la date précise sous la plaque de couche. En général, sous la plaque de couche sur ce type d'arme, on a le nom et le prénom du soldat, enfin du propriétaire suisse qui s'entraînait avec cette arme et qui avait la possibilité à l'époque, s'il était autorisé à le faire et s'il le souhaitait, à acheter pour une somme modique son arme de service et la ramener à domicile. À ce moment-là, les armes avaient un marquage caractéristique de P avec une date, P32 par exemple, qui était ajouté pour privatisation de l'arme. À ne pas confondre avec les armes qui ont un P devant le numéro de série, qui est inscrit au moment du numéro de série, qui sont des armes qui ont été directement conçues pour le marché civil. Elles sont assez rares. Cette arme est une véritable arme d'arsenal, elle provient de chez ST Militaria. On a même d'ailleurs le nom du propriétaire qui est gravé dans le bois directement, chose qui avait été faite en arsenal. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description vers cette arme. Il en reste de moins en moins, surtout avec leur canon d'origine. L'inscription du P avec l'année de privatisation est encore utilisée de nos jours. Par contre, le marquage de l'année a été supprimé aux environs de 1964. Ce fusil est le résultat du travail de M. Schmidt et de M. Rubin. Alors Schmidt a travaillé sur la partie culasse, magasin amovible, clip chargeur, et Rubin a travaillé sur la munition. L'exemplaire ici est un exemplaire d'arsenal qui n'a jamais été privatisé, donc il n'est jamais sorti de l'armée. Son propriétaire n'a pas voulu le prendre à son domicile, donc il a gardé son numéro de série. Et tous les marquages sont les marquages militaires d'origine. Et il a son canon d'origine également. Cette arme, à l'époque de sa sortie, était littéralement une arme totalement futuriste. Même la munition, qui était une munition qui était censée avoir un tir beaucoup plus plat. Aujourd'hui, ça laisserait à plaisanter puisqu'on n'a pas un tir aussi plat que ça. Mais à l'époque, c'était vraiment un tir très tendu pour l'époque. Et la vitesse d'exécution et de chargement de cette mécanique avec cette culasse linéaire unique en son genre développée par Schmidt est vraiment fantastique. Tout en ayant un magasin amovible. Oui, ce n'est pas un chargeur, c'est un magasin amovible. C'est sémantiquement et techniquement un magasin amovible qui contient 12 coups. 12 coups avec un système qui permet de shunter l'alimentation des coups contenus dans le magasin. Avec ce que les Américains appellent le cut-off, pour passer l'arme en monocoup, en approvisionnement manuellement, cartouche par cartouche. Ce système-là a posé des problèmes assez rapidement et il a été mis en place un clip triangulaire qui venait bloquer le levier pour empêcher que dans les manœuvres, éventuellement, on se retrouve à passer en monocoup sans le vouloir. On ne parle pas de chargeur ici, mais bien d'un magasin amovible, tant techniquement que sémantiquement, parce que c'est vrai que c'est au niveau sémantique avec les Suisses, ils utilisent le mot magasin. C'est bien un magasin amovible puisqu'il est au numéro de l'arme déjà, il est gravé au numéro de l'arme et l'armée suisse n'avait pas prévu de distribuer des chargeurs. Donc c'est bien un magasin amovible. Et ils avaient des clips chargeurs pour approvisionner très rapidement ces armes. Et d'autant plus que la planchette élévatrice, une fois qu'on enlève le magasin, a tendance à partir toute seule. Donc voilà, au niveau sémantique et techniquement parlant, on est sur un magasin amovible. Le fait de pouvoir retirer le magasin servait uniquement à son entretien et à pouvoir désapprovisionner le magasin. Il est d'ailleurs renforcé avec une bande latérale pour être beaucoup plus rigide que ne le serait un chargeur par exemple, parce qu'il est vraiment fait pour rester sur l'arme. On peut noter son système de sûreté qui est vraiment très ingénieux. On a ici l'anneau de percuteur qui est relié directement au percuteur. Il suffit de faire une rotation de 90 degrés pour le désengager du bec de gâchette. Et donc,
on est totalement en sûreté. Et il suffit de faire l'opération inverse pour le réarmer. Très ingénieux système, simple et efficace. Le modèle 1889 est remarquablement fin et précis. Il frôle la perfection. Les Suisses ont réussi à vraiment faire une prouesse de produire en masse une arme de cette qualité et de cette précision avec des assemblages aussi fins, des finitions de métal poli vraiment exceptionnelles. Un travail vraiment exceptionnel. Si aujourd'hui une entreprise voulait sortir une arme d'une telle qualité, elle coûterait des milliers d'euros et je ne sais pas s'ils s'amuseraient encore à la sortir. Bon, on est sur une arme qui mesure près de 1m30, 1m30, donc c'est ce qu'on appelle une canne à pêche, mais bon, c'est comme un fusil de l'époque. Les fusils de l'époque, il y avait des canons longs, ils exploitaient bien leurs munitions. C'est une arme précise à la base. Alors là, dans cette vidéo-là, on ne fera pas d'essai parce que nous n'avons pas les munitions. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez que l'on tire avec cette arme et qu'on réalise, qu'on recrée la munition GP90, 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 même 23, on va voir, tout en adoucissant les charges, en faisant des tirs réduits, pour quand même voir la précision intrinsèque de cette arme-là et puis le plaisir de tirer avec une arme qui a passé les 130 ans, qui arrive à 130 ans. N'hésitez pas à mettre en commentaire, on fera ça et on vous montrera un petit peu éventuellement ce qu'il faut faire et pas faire, parce que la grande difficulté pour la GP90, pour la refaire, c'est l'ogive. Il faut une ogive un peu spécifique qui n'existe plus bien évidemment, mais il y a certains moules qui ont des ogives qui pourraient bien se marier à l'âme de ce canon à 3 rayures, ce vieil ancêtre. Ce fusil séduit grâce à l'ingéniosité véhiculée par ses mécanismes. C'est une très belle arme de collection. Avec les spécificités de son système de culasse et de sa munition, le fusil suisse modèle 1889 est un fusil techniquement très en avance, à un tel point que même de nos jours encore, il est en avance sur certains points. La vision des Suisses est une vision qui est complètement à l'opposé des autres armées. Leur système de pensée est de créer en fait une arme match pour un militaire, chose que ne font pas du tout les autres armées, notamment sur les poids de détente par exemple. Ici, Schmidt-Rubin 1889, on est sur un poids de détente avec une onctuosité, surtout l'onctuosité qui est de 1,5 kg à peu près. Certains qui auront été privatisés ont été encore allégés par la suite, mais à la base, il est aux alentours d'1,5 kg avec une détente à 2 étages, un tout stage, comme on appelle aux États-Unis, et vraiment d'une onctuosité, d'un moelleux, d'un feeling exceptionnel. Pour une arme de 1889, développée en 1889, c'est absolument incroyable. La forme de la queue de détente aussi est très particulière. On peut la prendre très haut ou très bas, ce qui nous donne un jeu d'effet de levier pour donner un feeling différent sur cette queue de détente qui est déjà exceptionnelle et onctueuse, mais ça nous permet d'avoir toutes les nuances. Après, le poids de détente d'environ 1,5 kg et par rapport aux toutes autres armées du monde est ce qu'on appelle un poids dangereux. Il est tellement faible qu'il peut entraîner beaucoup d'accidents. Donc les armées du monde ont toujours des poids de queue de détente beaucoup plus lourds. Ce qui gêne évidemment à la précision, qui garantit un petit peu la sécurité, surtout sur les tirs accidentels, ce qu'on appelle les coups de doigt en mouvement, quand les doigts ne sont pas sur le long des pontées. Par contre, si on fait confiance à ces militaires, ce type d'arme, l'arme suisse, est une arme de qualité extrême. La détente était donc légère, la manœuvre était très rapide de la culasse linéaire, il y avait 12 coups dans le magasin. C'était une arme vraiment une arme fantastique pour un militaire, c'est une arme fantastique. Ce fusil fonctionne selon un système de culasse à répétition manuelle à mouvement linéaire à 2 temps, dénommé système Schmitt. Ce système a pour principe de fonctionnement une culasse à cylindre à verrou possédant 2 tenons à l'extrémité arrière de la culasse, à mouvement rectiligne et à fermeture hélicoïdale. Cette fermeture hélicoïdale servant également à l'extraction primaire de la munition. Ce système est né en 1885 grâce à l'invention de l'officier général de l'armée allemande Rudolf Schmitt. La position des tenons de verrouillage très en arrière du boîtier, comme dans la majorité des armes de cette époque, avec cette culasse longue comme on peut retrouver sur les Vetterli, elles viennent en fait du fait de l'utilisation à la base de la poudre noire. C'était pour éviter que l'arme ne s'enraye avec les dépôts fuligineux issus de la combustion de la poudre noire. D'avoir les tenons en arrière était un énorme atout. On se protégeait de tous les débris et de la pollution de la poudre noire et on avait une arme qui restait fonctionnelle. La munition de base pour créer la GP90 était initialement une munition prévue pour fonctionner à la poudre noire comprimée. Mais finalement, le SR89 ne connut jamais le moindre gramme de poudre noire.
Et ce fut donc des munitions sans fumée directement qui seront utilisées dès le début. Et il existe une fausse information qui est vraiment totalement fausse, qui est une erreur en fait de traduction de l'allemand qui dit que les premières munitions GP90 étaient d'un semi sans fumée. Elles n'étaient pas semi sans fumée, elles étaient bel et bien sans fumée. La munition. La munition prévue pour le 1889, qui est la GP90, est également une révolution pour son époque. En effet, dès la fin de la guerre franco-prussienne en 1871, la majorité des nations se sont lancées dans l'ingénierie de l'armement. Le but était de réduire la dimension des calibres. C'est finalement en Suisse que la cartouche 7,5 par 53,5 mm ou munition GP 1890 Gewehr-Patronen, dont ce fusil 1889 dispose, a été conçue par le colonel et directeur de la fabrique fédérale de munitions à Thun, Édouard Alexandre Rubin. Ce dernier avait d'abord mis au point une arme d'infanterie dont le calibre était de 9 mm. Continuant ses recherches avant de réduire à nouveau le calibre, il fut très rapidement contraint par la poudre noire, ou poudre B, qui endommageait les canons. En 1887, le contrôleur en chef de la cartoucherie de Thun ainsi que le chimiste Amsler fils établissent la constitution de la poudre PC88. Le Schmidt-Rubin 1889 disposera donc de la cartouche la plus puissante à cette époque. Cette cartouche a été produite de janvier 1890 jusqu'à l'année 1902. La munition d'origine a une ogive calpinée qui lui fait un diamètre de .328 à .321. Donc .328 avec le calepin, .321 sans le calepin. Donc on commence à avoir une grosse, une grosse ogive, sachant qu'on est censé être dans des diamètres 308. Donc tirer une ogive 308 dans cet engin-là n'est pas approprié, c'est du bricolage. Donc il faut aller chercher des ogives un peu particulières. Ça nécessite un peu de boulot, mais ça serait très intéressant, j'aimerais bien le faire. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le, parce que ça ne sert à rien non plus que de faire autant de travail s'il y a très peu de gens qui sont intéressés par ça. Mais ça serait intéressant de recréer cette ogive et en refaire parler cet ancêtre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Schmidt-Rubin 1889 peuvent avoir deux canons différents. Donc le canon d'origine a 3 rayures, et un autre canon a été monté très très souvent, qui en général porte le poinçon 11, ou certains portent le poinçon 7,5 par 55 mm. C'est-à-dire qu'ils ont été chambrés pour la GP11, la balle pointue. Et même si votre canon a été changé pour tirer la GP11, ne tirez pas de la GP11, vous avez une pression de plus de 30% supérieure, c'est beaucoup trop important. La munition GP90, et pour être exact, les munitions GP90 initialement prévues pour cette arme, qui est une munition calpinée, n'est plus disponible, elle n'est plus fabriquée. Et on peut chambrer une munition de 7,5 par 55. Cette munition, à la base, était en 7,5 par 53,5. Elle a évolué jusqu'à 54,5. Mais elle peut chambrer le GP11, qu'il ne faut surtout jamais faire. On a une surcharge trop importante avec une mécanique qui n'est pas faite pour la supporter. Et il ne faut jamais chambrer la GP11 dans un 1889. Que les choses soient bien claires. Reste aussi à préciser de quel calibre d'origine il s'agit. En effet, la Suisse a fait évoluer sa munition réglementaire au fil des ans. Avec le Schmidt-Rubin 1889, la Suisse a adopté la munition GP90 7,5 par 53,5 mm avec ogive calpinée à nez rond, diamètre total .321, de 213 grains, et chargée avec poudre donc sans fumée. La pression maxi était de 2600 bars et la vitesse initiale d'environ 600 mètres secondes. Pour la munition GP90/03 qui a suivi, la principale évolution concerne l'adoption d'une amorce moins corrosive. En effet, la GP 1890-1903 se différencie de la GP 1890 par la moindre teneur en fulminate de mercure qu'elle contient. De ce fait, la pression est nettement plus faible. Par contre, les évolutions introduites avec la GP90/23 ont été plus importantes. Tout d'abord, l'ogive, si elle garde un nez rond, son poids a été réduit à 190 grains. Le calpinage a été abandonné au profit d'une chemise cupronickel. Pour pouvoir s'adapter au diamètre de fond de rayure à .310, les ogives sont légèrement coniques avec un diamètre de .308 au niveau des lèvres du collet et de .310 à la base du projectile. La charge de poudre évolue pour conserver toujours une vitesse initiale d'environ 600 mètres secondes. La dernière modification importante concerne la longueur de l'étui qui a augmenté de 1 mm et la dénomination devient le 7,5 par 54,5 mm. Cette GP90/23 a été conçue en 1923 pour permettre aux réserves vieillissantes équipées d'anciens Schmidt-Rubin, notamment les pré-1911, d'utiliser une munition moderne
compatible avec les caractéristiques limitées des 1889, 1889/96 et 1889/00 et le 1905. Il est donc toujours important de déterminer pour quelle munition votre Schmidt-Rubin 1889 a été chambré. La partie avant du chambrage des Schmidt-Rubin 1889 est toujours assez longue. Le vol libre est très long, ce qui nécessite d'avoir des munitions avec des ogives longues, donc lourdes. Et c'est à ce moment-là, dans les premières années d'utilisation de l'arme, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau des tenons de verrouillage situés à l'arrière. Et donc en fait le problème majeur de ces tenons à l'arrière, c'est que donc on a un phénomène, on a une trop grande longueur de culasse. Les tenons étant très à l'arrière, on a un premier phénomène d'élasticité du métal qui va se produire dans le moment de la compression. Et on va avoir une flexion. Si on n'atteint pas la déformation plastique, on aura une simple flexion. On va dire que c'est le moins pire qui puisse vous arriver. Ben on va arriver ensuite à un seuil de déformation plastique, ce qu'on appelle le flambage. Et là, vous vous retrouvez qu'une culasse qui est tordue, légèrement tordue. De par ce fait, la cuvette de tir n'est plus perpendiculaire au canon. Donc elle n'est plus équerrée correctement. Donc du coup, un défaut de feuillure, des risques de rupture de fond de culot ou voire d'une partie du culot. D'autant plus que la partie de la chambre arrière n'est pas supportée. Toute la partie conique à l'arrière, donc on a une partie non supportée de l'étui au niveau de la chambre. Ce qui fait qu'on a des retours possibles et ça passe directement sur le tour ici. Et ça vient directement là, dans les yeux du tireur. On n'a pas de tenon comme sur des Mauser qui viendront éventuellement retenir une partie des gaz. En cas de rupture de culot, c'est relativement dangereux. Toute la périphérie du culot est non supportée par la chambre en elle-même. On a ce cône de raccordement ici. Et donc là, évidemment, il y a des gros risques de rupture à cet endroit-là. Surtout pour ceux qui rechargent, toujours être très prudent. Les munitions d'origine suisse ont des épaisseurs d'étui qui sont très bonnes. Au fur et à mesure des rechargements, on a un affaiblissement donc, du laiton. Hein. Et donc à ce niveau-là, on a une zone non supportée. Donc il faut être très prudent si on recharge. Et surtout, évidemment, ne jamais mettre de GP11. Parce que là, on a une pression beaucoup trop importante pour cette arme. Donc il faut faire très attention. C'est vraiment pour les rechargeurs. Hein. Faites très attention. N'essayez pas de faire durer vos douilles trop longtemps. Surtout si vous les chargez un petit peu trop. Dans du tir réduit, évidemment, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de souci. Mais toujours contrôler l'épaisseur de ces étuis au niveau du culot. Donc ça peut être toujours très intéressant de vérifier que notre culasse n'a pas eu de phénomène de flambage en mettant un réglé de haute précision dessus déjà pour avoir sur toute la circonférence à plusieurs points pour avoir un référentiel et voir si on n'a pas d'amorce de flambage. Parce que ça, c'est vraiment la pire chose qui peut vous arriver et c'est vraiment très dangereux. Bon, l'arme est vraiment solide, hein, puisque bon, même l'armée suisse avait préconisé en dernier recours de pouvoir tirer de la GP11, mais clairement, ne le faites pas. Elle n'est pas faite pour la tirer longtemps. Donc si quelqu'un s'est déjà amusé à le faire auparavant, vous risquez des gros soucis. Cette arme a été très très bien développée, mais elle a été développée un peu trop tôt, ce qui fait qu'on se retrouve avec des incohérences, notamment l'utilisation de la poudre sans fumée avec des préconisations techniques de protection vis-à-vis de la poudre noire, de l'usage de la poudre noire. Et comme cette arme ne tirera jamais de la poudre noire, il a effectivement mieux valu qu'elle ait les tenons beaucoup plus en avant dès le départ. Mais bon, ça faisait partie entre guillemets du cahier des charges de départ. C'est l'un des points de friction avec Schmidt d'ailleurs, Schmidt et l'armée, parce qu'il a dit que c'était impossible de les faire remonter en haut du boîtier de culasse. Bon là il y a une petite guéguerre interne parce que c'était évidemment tout à fait faisable et ça a été d'ailleurs fait. Mais il a fallu des pressions internes et des interventions pour le faire. Le système a ensuite été compensé en 1896. Ce sera fait et ça permettra de enfin pouvoir passer à la fameuse GP11 beaucoup plus puissante qui peuvent être tirées après dans le 96-11. Entre temps, il y aura eu un exemplaire rarissime qui est le 89-96, le 1889-96, qui étaient des modifications de modèle 1889, mais la majorité ont été détruits et il en reste très très peu. C'est un petit peu le Saint Graal des Schmidt-Rubin. Le canon est semi-flottant, il est retenu par une bague à l'avant et uniquement à l'avant. Il y a un anneau à l'extrémité près de l'embouchoir, qui est un petit anneau en laiton qui flotte légèrement et qui permet d'avoir ce canon semi-flottant, ce qui est un gage de précision, mais c'est vrai que sur une arme militaire, c'est assez surprenant de voir ça. C'est là où on voit encore tout ce petit détail, tout ce petit côté arme de match
qui a été mise en place sur cette arme militaire. La production s'est effectuée par la fabrique fédérale d'armes de Berne nommée Waffenfabrik Berne et ses multiples sous-traitants. Les fusils sont numérotés de 1 à 212 000. Le bouchon de canon, très important, hein, surtout dans les montagnes suisses, permet de se préserver des débris et de la neige. Plus rien ne peut rentrer dans l'arme, très très bien. Bon, évidemment, il faut penser à l'enlever avant de tirer. Il y a eu des précédents, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est prévu pour éclater lorsque la balle arrive dessus. Hein. Donc, mais c'est vraiment un petit plus quand même très intéressant sur ce type d'arme. Le guidon est dérivable latéralement, il est monté sur une glissière oblique, donc à l'aide d'un outil spécifique on peut l'avancer et le reculer très précisément, sinon on peut tapoter légèrement avec un pointeau en douceur. Hein. Mais donc il est réglable, aucune protection, pas d'oreille. Sur l'embouchoir, on peut retrouver évidemment la fixation pour la baïonnette, hein, et puis le quillon pour le maintien des armes en faisceau, hein, puisque là on est dans une époque où on mettait les armes en faisceau. Toujours intéressant de voir ça sur ces anciennes armes. Il est léger pour l'époque avec un poids de 4,9 kg. Sa hausse est graduée de 300 à 2000 mètres. Évidemment, cette hausse de 2000 mètres fait rire aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on partait d'armes qui tiraient avec des canons à âme lisse et des petites boules, des petits boulets, et que le tir en salve était monnaie courante. Hein. On tirait en salve à des longues distances et on terminait à la baïonnette. Donc c'est pas si fou que ça, c'est même assez cohérent. On essayait d'aller tirer en salve le plus loin possible pour avoir des charges à la baïonnette avec le moins de monde au bout à la fin. Ce fusil présente un avantage stratégique indéniable avec une capacité de 12 coups et un rechargement ultra rapide face à des protagonistes en face qui se retrouvent avec des chargeurs de 5 coups. Il s'agit bien ici d'un fusil révolutionnaire qui est pour l'époque une des armes les plus performantes d'Europe, voire du monde. Car elle est complétée par une munition chemisée, une poudre ultra performante, donc ce n'est pas seulement l'arme qui est bonne, mais aussi sa munition. Alors les côtés négatifs, on va parler un petit peu des côtés négatifs parce qu'elle a tellement de positifs que la crosse de type anglaise est trop courte. Bon après ça c'est une question de morphologie d'époque. Hein. Bon je sais que pour moi personnellement elle est courte. Elle est très anguleuse sur le dessus. La hausse qui débute à 300 mètres, alors évidemment bon, eux c'était pas un problème pour eux, c'est une arme de guerre. Nous maintenant c'est en stand de tir, on aime bien avoir des armes à 100 mètres qui débutent à 100 mètres, c'est intéressant. Les étuis qui sont éjectés souvent en plein front, hein, si on ne bascule pas l'arme, il faut avoir un petit coup, il faut basculer un petit peu l'arme à droite avant d'éjecter, sinon on se prend les étuis en plein front. Hein, la visée en V, le V est assez large, mais bon, pour une arme de cette époque-là, on ne peut pas trop se plaindre. Hein. Et l'arme a une réputation d'être précise. Alors ça, on le vérifiera ou pas en fonction de si ça vous intéresse. Indiquez-le en commentaire si vous voulez qu'on recrée la munition GP90 et qu'on aille tester sa précision avec quelques escaliers de tir et puis quelques différentes ogives et puis pourquoi pas refaire une ogive calpinée, ça pourrait être très rigolo comme à l'époque et voir un petit peu si on arrive à avoir des résultats corrects ou pas avec ce vieux canon à 3 rayures. Si vous voulez voir une restauration de cette arme ou de plusieurs armes anciennes, enfin n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que la chaîne vient de sortir donc on va voir un petit peu ce qui vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Si vous voulez voir de la restauration d'armes sur les bois, les bronzages, même de la remise en état mécanique de certains modèles anciens, des trucs comme ça, bon, n'hésitez pas pour qu'on puisse savoir ce qui vous intéresse sur la chaîne et voir ce qu'on peut faire. Et on vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et nous dire ce que vous voulez voir en vidéo. C'est vous qui faites la chaîne. Et à la prochaine!